Isère Économie et Présence, partenaire des entreprises de votre territoire. Acteur et partenaire de l'économie régionale, la Caisse d'épargne Rhône-Alpes vous présente Alpes Décideurs. Bonjour à tous, bonjour et bienvenue dans Alpes Décideurs, le mensuel économique de Télé Grenoble, le rendez-vous des chefs d'entreprise, des partenaires d'affaires ou tout simplement des curieux du monde économique. Vous le savez, chaque mois, nous mettons en lumière les entreprises qui font le dynamisme des Alpes. À mes côtés pour m'accompagner, mon complice, François Codet. Bonjour François. Bonjour Christophe. Je vous rappelle que vous présidez le directoire de la Caisse d'épargne Rhône-Alpes. Ensemble, on parle ? Alors on va parler des Jeux Olympiques de Paris. Et ensuite de l'ordinateur quantique, question des internautes. La question d'internaute sur l'ordinateur quantique, on va apprendre plein de choses. L'entrepreneuriat au féminin à l'honneur avec le réseau Femmes Chefs d'entreprise. L'antenne Grenoble-Alpes a presque 20 ans. Et en 2023, son trophée des ailes a récompensé Novem, une entreprise qui conçoit des produits cosmétiques à base de noix de Grenoble. Notre reportage innovation nous plongera dans le défi de la dépollution des sites industriels. C'est la spécialité de Chrysalide qui teste pour se faire des champignons et des escargots. Enfin, focus sur la filière de la plasturgie, particulièrement bien implantée dans le pays voironnais, dans le sud Grésivaudan. À Tullin, Plast 3C et ATK vont unir leurs forces pour créer un pôle commun de référence. Objectif, jouer sur leur complémentarité pour accroître leur poids tout au long de la chaîne de valeur. Paris s'active pour mettre la main aux derniers préparatifs des Jeux Olympiques d'été, l'été prochain. Les chiffres donnent le vertige, près de 15 000 athlètes olympiques et paralympiques, 20 000 journalistes attendus, 15 millions de spectateurs et 4 milliards de téléspectateurs de par le monde. Pour quel impact, François ? Alors, impact, peut-être regarder d'abord l'impact économique. Il faut avoir... On a une seule certitude à date, puisque forcément faire la prévision tant que c'est pas fini, c'est difficile. Il y a une certitude, c'est que le budget sera dépassé. Bon. Donc ça, on en est sûr, parce que ça a déjà été annoncé. Et puis l'histoire, alors l'histoire, elle est un peu douloureuse dans la matière, puisqu'en moyenne, depuis 1972, les budgets annoncés ont été dépassés de 250%. Donc ils ont été multipliés par 2,5. Si on faisait ça dans nos entreprises... Voilà, on ne serait d'ailleurs plus à la tête de nos entreprises. C'est ça. Voilà. Donc il y a eu quand même quelques cas assez intéressants. Alors le cas le plus emblématique, probablement, c'est Sochi. Sochi qui avait un budget qui était initialement de 8,8 milliards et qui a atteint 36 milliards d'euros. Pékin aussi était aux alentours de 40 milliards. Donc Paris est beaucoup plus mesuré. Paris avait un budget initial de 6,8 milliards au moment de la candidature. Va probablement atterrir aux alentours de 8,89, donc un dépassement de l'ordre de 30%, en précisant quand même à la décharge, puis il n'est pas question de charger Paris, qu'entre la candidature et puis l'atterrissage, il y a eu une période d'inflation à tout point de vue qui a forcément bougé les chiffres, et puis des contraintes sécuritaires bien plus importantes que prévues, et on en parle encore récemment dans la cérémonie d'ouverture. Voilà. Il y a un exemple, par contre, positif, ce sont les Jeux de Los Angeles, qui, eux, avaient été bénéficiaires. C'était les premiers, en 84. Mais il faut, un peu comme Paris, c'était les premiers Jeux qui réutilisaient beaucoup d'infrastructures. C'est pour ça que Paris aura un budget qui est très loin des 40 milliards, parce que les infrastructures sportives et logistiques sont préexistantes pour la plupart. Et Los Angeles avait été les premiers, c'est aussi normal pour des Américains, à faire monter significativement les droits de télé et à faire rentrer massivement des sponsors et à arriver à un niveau d'équilibre. Donc Paris, aux alentours d'un budget de 8 milliards et 8 milliards et demi, 9 milliards, un peu plus de 2 milliards au-dessus du budget initial, ce qui est... C'est jamais bien dépassé, mais ce qui n'est pas scandaleux, avec 10 ans de décalage et puis une évolution du contexte. Donc voilà pour le budget d'organisation. Quelles retombées économiques on peut espérer ? Alors les retombées économiques, grosso modo, on estime que ça devrait générer une accélération du PIB de l'ordre de 0,4%. Donc c'est pas un choc de croissance énorme sur la France. Par contre,
Ce qui est clair, c'est que ça a créé quand même des emplois dans l'ensemble des territoires, bien sûr sur Paris. Et puis, ça va aussi embarquer un certain nombre de structures, d'entreprises autour de tous les métiers du sport, du tourisme. On a un petit doute sur le tourisme. On est à peu près sûr du 15 millions de spectateurs. Par contre, est-ce que c'est 15 millions de touristes en plus? C'est moins évident parce qu'il y a toujours un petit effet d'éviction. D'abord, Paris ne peut pas accueillir, au bout d'un moment, quand c'est plein, c'est plein. Et puis, il y a aussi des touristes moins intéressés par les Jeux Olympiques qui se disent je n'irai pas à Paris cette année-là parce que ça va être une ambiance un petit peu particulière. Par contre, ce qui est sûr, c'est que d'un point de vue économique, le coût moyen des nuitées touristiques sur Paris va beaucoup augmenter. On en parle d'ailleurs assez régulièrement. Le coût des hôtels a beaucoup augmenté. Il y a une notion qui est beaucoup plus difficile à calculer, c'est l'impact sur l'image. On va parler de Paris assez rapidement maintenant dans le monde entier pendant 2 mois. Il va y avoir des images de Paris. Il y a des compétitions, vous le savez, qui sont dans des sites incroyables. Il va y avoir des compétitions au Grand Palais, à Versailles, à la Concorde. Donc forcément, ça va donner envie à des gens de venir à Paris. Il va y avoir le parcours du marathon a été conçu pour passer dans les plus beaux endroits. Les images sont belles. Voilà, et les 4 milliards de téléspectateurs que vous évoquez, ça va faire des belles images. Et donc ça va créer forcément une attractivité Paris, comme ça avait été le cas sur Barcelone, notamment, dans les quelques années qui suivent. Et puis on parlait des 8 milliards d'euros pour l'organisation. Évidemment, ça a irrigué de nombreuses entreprises en amont. Ça a irrigué de nombreuses entreprises et puis bien au-delà de Paris, et heureusement, puisqu'il y a eu des appels d'offres qui ont été faits sur l'ensemble du territoire pour l'ensemble des prestataires de matériel, de goodies, de vêtements, de sécurité, de tout ce qu'on peut imaginer. Ah oui. Donc ça a irrigué vraiment l'ensemble des régions. Et puis, il va y avoir aussi, on va commencer à le voir maintenant arriver progressivement, il y a des terres des jeux, donc il y a des équipes, par exemple, de l'ensemble des pays du monde qui vont petit à petit converger vers la France pour faire leur camp d'entraînement. Donc les régions vont en profiter, quoi. Il y aura dans la région, ici, il y a 73 aujourd'hui équipes nationales de différents sports qui ont décidé de s'implanter en camp de base, entre guillemets, en région Rhône-Alpes, pour s'entraîner, parce que quand vous êtes, je sais pas quoi, d'Amérique latine, vous êtes non seulement pas sur la même saison, mais avec un gros décalage horaire. Si vous voulez que vos sportifs soient à peu près en forme, c'est mieux quand même qu'ils n'aient pas à subir un décalage horaire avant. Donc ça va entraîner à la fois des retombées économiques et puis médiatiques, parce que souvent ces équipes, quand elles viennent s'entraîner dans les petites villes ou les villages des régions, reçoivent les écoles, etc. Et ça crée un élan collectif. Et on rappelle que 11 matchs de football vont se jouer ici à Lyon. Oui, et puis que la Flamme olympique fera une belle étape le 23 juin à Chamonix, et la Flamme paralympique à Thonon le 25 août et à Lyon le 26 août. Donc vous pouvez déjà le noter dans vos agendas. Il faut être le 23 juin à Chamonix, le 25 à Thonon, le 26 à Lyon, août, et puis 11 matchs de foot, effectivement, qui se dérouleront à Lyon. Bon, quand on parle de ces Jeux olympiques et paralympiques, on parle souvent d'héritage. Qu'est-ce qui va rester après les Jeux, une fois les Jeux terminés? Oui, alors l'héritage, c'est extrêmement important. D'ailleurs, dans le dossier de candidature de Paris, c'est un des points qui avait été mis en avant, c'est effectivement que ce ne soit pas un feu de paille et qu'il reste après des installations inutilisées, etc. Donc, il y a quelques points qui ont progressé. Il y a des points qui ont progressé. D'abord, il y a eu une sensibilité très forte pour faire des Jeux le plus green possible. Donc toute une réflexion sur les transports, notamment en Ile-de-France et dans la région qui restera. Il y a eu une modification aussi assez forte de la stratégie des achats en essayant d'avoir des achats le plus vertueux possible. Et ça veut dire qu'il y a tout un tas de filières d'entreprises françaises qui ont monté le niveau en green, et ça restera. Il y a un point qui est très important, c'est la première fois, il y aura une parité totale hommes-femmes sur les athlètes. Donc on a parlé de 15 000, mais en fait c'est 7 500 et 7 500. Et c'est vrai d'ailleurs sur les athlètes et les para-athlètes. Donc ça aussi, c'est des marqueurs sociétaux importants. Il va y avoir aussi quelques équipements qui vont rester. Et le plus emblématique, c'est le village olympique, qui a été livré, dont le gros œuvre a été livré il y a une dizaine de jours, voilà, exactement, tous ces bâtiments-là vont servir à loger les athlètes, mais après vont être transformés immédiatement en des logements sociaux ou des logements d'accessibilité relativement facile. Donc il y a aussi tout un parc immobilier qui va rester sur Paris. Et puis surtout, et c'est la vocation avant tout du Comité international olympique, ce qu'on espère,
Et ce qui semble se montrer, c'est que ça va remettre le sport au sens... évidemment, les Jeux olympiques, c'est un sport élitiste, s'il en est, mais c'est aussi un mouvement de sport santé, sport pour tous. Et là, on espère que ça laissera aussi une trace très positive dans la société française. Et puis, dernier point, c'est un élément de fierté, d'identité aussi. Et on l'a bien vu à la Coupe du Monde de foot, à la Coupe du Monde de rugby. On est en France, donc on n'est jamais tous d'accord au début, mais après, pendant l'événement, il y a une fierté partagée. On devient un peu cocardier. Exactement, et c'est sain. Merci beaucoup, merci François pour ces éléments importants, hein, d'autant qu'on rappelle que les Alpes françaises devraient accueillir les Jeux d'hiver en 2030. Absolument. En France, un tiers des chefs d'entreprise sont des femmes. Pour les inciter à franchir le pas de l'entrepreneuriat, des dispositifs particuliers sont d'ailleurs en place, hein, notamment un fonds de garantie à l'initiative des femmes afin de faciliter l'accès au crédit bancaire. Et elles peuvent aussi compter sur des réseaux de soutien et d'accompagnement tels que FCE, Femmes Chefs d'entreprise, Grenoble-Alpes. Ce réseau leur apporte à la fois des échanges de compétences et puis des liens qui sont essentiels pour rompre l'isolement. On en parle avec deux invités. Émilie de Barros, bonjour. Bonjour. Vous êtes vice-présidente de Femmes Chefs d'entreprise Grenoble-Alpes, à la tête d'une miroiterie à Saint-Martin-d'Air, la miroiterie Sogemi. Et on en parle également avec Mégane Roca, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes, vous, fondatrice de la société Novem, une entreprise qui fait des cosmétiques à base de noix de Grenoble. Vous allez m'en parler. Vous êtes lauréate en 2023 du Trophée des ailes, organisé par Femmes Chefs d'entreprise. On va commencer d'ailleurs, Émilie, par présenter ce réseau, Femmes Chefs d'entreprise Grenoble-Alpes. C'est quoi, une quarantaine d'adhérents? Oui, c'est 47 adhérentes là, du coup, sur cette année. C'est un réseau, Grenoble-Alpes existe depuis 2005, donc ça fait une vingtaine d'années que notre réseau existe, mais en fait, les femmes chefs d'entreprise, c'est un réseau qui est national et international, qui a été créé en 1945, quand les hommes sont partis au front. Et donc, c'est Yvette Foinant qui a créé cette association de femmes dirigeantes. Elle a pour but, en fait, de la représentativité des femmes dans le monde économique par le biais de mandats. Et nous, sur Grenoble-Alpes, donc on a quelques femmes qui ont des mandats, mais c'est surtout aussi une association où on s'entraide, où on a donc des dirigeantes, mais pas que. On a aussi donc, il y a des cadres dirigeantes. Hein, ouais. Voilà, et puis sinon, c'est une association qui se réunit régulièrement. Alors on va voir effectivement, parce qu'il y a vraiment des rencontres très très régulières. Juste avant ça, je le disais en introduction, un tiers des chefs d'entreprise sont des femmes. Vous sentez les choses progresser positivement ? Oui, et puis il faut savoir aussi que quand la direction est faite par une femme, c'est des entreprises qui sont rentables. Et quand c'est un homme, non. Non, alors c'est vrai que c'est vrai que c'est des entreprises. Quand c'est dirigé par une femme, on a quand même des chiffres comme quoi c'est vrai que peut-être que là, la main d'une femme est peut-être dans la direction d'une entreprise. Bon, je précise que dans votre entreprise en miroiterie, vous avez 6 salariés. Oui, tout à fait. C'est une entreprise que vous avez reprise d'ailleurs. Oui, que j'ai reprise il y a 24 ans, donc j'avais 20 ans quand j'ai repris l'entreprise. Bon, et vous sentez du coup que les femmes hésitent moins? Oui, elles hésitent moins à prendre ses responsabilités, que ce soit dans l'industrie, le monde du bâtiment ou dans d'autres domaines. Alors, votre réseau Femmes Chefs d'entreprise, l'objectif, c'est quoi? Je le disais, rompre l'isolement, faire participer des connaissances du réseau? Oui, alors on se réunit donc une fois par mois, en général le lundi soir, mais c'est pas que, sous forme de thématiques. Donc ça peut être des thématiques, là on a sur l'intelligence artificielle, on avait fait aussi, on a fait aussi des after-work, on fait aussi des lunch and learn. Donc à chaque fois, ça a une thématique bien particulière, dans le but aussi de se former. Et à la fin de ces réunions, c'est toujours un peu convivial et donc on sort aussi de l'isolement. Et comme ça, chaque femme chef d'entreprise peut trouver aussi, par le biais d'autres adhérentes, un dialogue, voilà. Du business aussi entre Oui, vous? du business, mais c'est pas l'objectif premier. Non, c'est vraiment pas l'objectif premier. Donc des rencontres mensuelles en soirée, des lunchs donc entre midi et 2 pour celles qui ne pourraient pas le soir. Il y a des visites d'entreprise aussi. Il y a des visites d'entreprise. Donc là, prochainement, on va visiter l'entreprise 1083 qui crée des jeans en France. Donc c'est dans la Drôme, ça, hein? Oui, c'est dans la Drôme. On s'exporte un peu.
Et puis sinon, on a des after-work aussi. Alors, parmi les missions, donc vous le disiez, faire partager un réseau de connaissances, des carnets d'adresses, j'imagine aussi, des bons plans, et puis la promotion de l'entrepreneuriat au féminin. Ce qu'on fait là aujourd'hui sur ce plateau, mais au-delà. Oui, alors en fait, on a créé il y a quelques années un trophée. Donc c'est un trophée donc là qui est organisé chaque année. Donc là, ça sera le 6 juin. C'est dans le but d'aider une jeune créatrice d'entreprise. Donc, faut déjà, en fait, pour candidater, il faut déjà être installé. Et ce prix, en fait, va aider cette jeune créatrice par le biais du réseau des femmes chefs d'entreprise à gagner en compétences en s'aidant donc des adhérentes. C'est pas une remise de prix, on va dire financière, mais c'est par le biais de compétences, parce que comme on a quand même dans le réseau des compétences différentes à pas mal de niveaux, on a des avocates, des comptables, on a dans la communication, dans la photographie. Et chaque compétence va aider cette jeune créatrice. Très bien. Et alors, la lauréate du Trophée des Ailes 2023, je le disais, c'est Mégane Roca pour cette société Novem, qui est une marque de cosmétiques naturels à base de noix, une entreprise récente. L'idée est née en 2019. Comment est venue cette idée ? Eh bien, l'idée, elle est venue que moi, de base, je suis grenobloise. J'ai fait mes études à Grenoble. Puis je suis partie à Londres. J'ai jamais eu vraiment de problème de peau de toute ma vie. Et en arrivant à Londres, j'ai commencé à avoir, avec le changement de température, pollution, des problèmes de peau. Donc, j'ai dû me pencher un peu sur les cosmétiques. Et puis, à Londres, à ce moment-là, c'était beaucoup plus développé tout ce qui était beauté naturelle que ça l'est en France aujourd'hui. Et puis, en parlant avec mes amis, j'ai une amie qui m'a dit que son arrière-grand-père, qui était nuciculteur, utilisait l'huile de noix pure pour soulager son eczéma. Et moi, du coup, ça correspondait un petit peu à ce que j'avais à cette époque-là. Donc, c'est comme ça que j'ai commencé à faire l'idée à cheminer. Voilà, exactement. L'idée a commencé à être un peu développée. Puis, je me suis entourée, parce que moi, à la base, la cosmétique, c'est pas du tout mon univers. Donc, entourée d'un ami pharmacien, j'ai contacté des labos, des experts en formulation pour leur demander un peu ce qu'ils en pensaient. Et tout le monde m'a dit que c'était une bonne idée, qu'effectivement, la noix, c'était super et que c'était le moment de creuser. Bon, alors la noix, c'est super parce que c'est effectivement riche, on le sait, en termes de nutrition, hein, mais en matière de cosmétique, moi, je ne le savais pas, par exemple. Eh bien, la noix, nous, aujourd'hui, on utilise l'huile de noix et la poudre de coquille. Il faut savoir que l'huile de noix, c'est une des huiles les plus riches en oméga 3, en oméga 6, en polyphénol et en vitamineux. Donc, c'est que des choses qui sont essentielles, en fait, pour la bonne santé de la peau. Donc, nous, actuellement, on vient l'utiliser dans tous nos soins à différentes concentrations en fonction de ce qu'on cherche à développer. D'accord. Bon, et du coup, comment ça se passe ? Parce que du coup, il faut après mettre en place des formules. Comment est-ce qu'on travaille la noix ? Comment vous y êtes pris ? Eh bien, on voulait absolument travailler avec la noix de Grenoble. Donc, on a contacté plusieurs fermes de nuciculteurs de la région quand on s'est lancé. C'était un peu compliqué parce que la noix en cosmétique, on est la première marque à le faire. Donc, pour les personnes qui n'avaient jamais entendu ça, c'était assez compliqué. On a eu de la chance de tomber sur la ferme Michalet, située à Cognien-les-Gorges, qui nous a fait... Voilà, et qui nous a fait confiance dès le début et qui nous a dit le projet me plaît, on va travailler ensemble. Donc on avait trouvé notre nuciculteur partenaire. Et puis après, il a fallu trouver différents laboratoires. Donc pareil, en tant que jeune entreprise, trouver un labo qui nous fait confiance sur des quantités qui ne sont pas toujours astronomiques au début. Donc on a trouvé en Savoie. L'idée, c'était vraiment, et c'est toujours, de rester le plus local possible. Donc on s'est entouré de différents partenaires dans la région avec une idée précise de produits. Et puis ensuite, on a mis en place, on s'est mis à travailler avec différents experts dans le domaine pour pouvoir pousser la formulation du premier produit. Voilà, la recherche, le développement, ça a pris un peu plus d'1 an. Hein. Exactement, ouais, un an et quelques mois. Comment est-ce qu'on finance cette phase-là ? Alors, il y a eu un financement participatif pour vous, je crois. Exactement. Donc, financement participatif. Moi, j'avais une première activité, donc j'ai fait un petit peu d'autofinancement avec cette première activité-là. Après, j'ai été aussi lauréate de Réseau Entreprendre d'Isère, donc j'ai eu un prix d'honneur. Donc voilà, donc on finance petit à petit et puis on essaie de trouver des solutions avec les labos en termes de quantité, d'échelonnage de paiement. On se débrouille. Du coup, après un peu plus d'1 an de recherche et développement, le premier produit sort. C'est quoi le premier produit qu'on met au point ? Le premier produit, c'est un masque visage qui est 2 en 1, qui est exfoliant et hydratant. Et là, on est vraiment venu utiliser deux différentes parties de la noix. Donc on a utilisé l'huile de noix. Et donc le fruit proprement on dit. Exactement. Et la poudre de coquille en microcalibre pour la partie exfoliante. Donc exfoliant
naturel, biodégradable et un déchet de base. Donc on utilise vraiment toute la noix, à la fois la coquille et le fruit intérieur. Aujourd'hui, donc à peine 3 ans après, la gamme s'est élargie. Alors je vois quelques produits devant vous. On a 2 nouveaux produits. Au total, le catalogue fait combien de produits? 7 références maintenant. 7 références. En 3 ans, c'est pas mal. Du coup, par exemple, profitez-en. Alors là, on a la crème de jour, enrichie en huile de noix, en acide hyaluronique et en prébiotiques. On a un nettoyant démaquillant. On a une huile visage, donc qui est un de nos best-sellers sur tout ce qui va être les peaux atopiques, les peaux qui ont de l'eczéma. Et ça, c'est notre dernière nouveauté. C'est une crème corps nourrissante et raffermissante. Vous travaillez sur quel type de produit à venir? Alors, on continue sans arrêt, j'imagine. Oui, on continue sans arrêt. Non, c'est pas secret. Non, on continue sans arrêt. On a différents produits en développement. Actuellement, des produits visage. Mais c'est surtout qu'on continue de pousser la recherche. Donc là, on va mettre en place des partenariats, notamment avec la faculté de pharmacie, avec Floralis. Voilà, toutes ces entreprises-là qui vont pouvoir nous aider à pousser la recherche. Mais on reste sur du produit visage actuellement. Oui, c'est secret, on n'en saura pas plus, j'ai bien compris. On n'ira pas plus loin. Mais je crois savoir quand même que pour ceux qui sont vraiment jusqu'au boutiste, il y a même une bougie parfumée. Exactement. Donc, on a une bougie, il nous en reste plus beaucoup en stock, mais on a travaillé avec une entreprise de la région pour fabriquer une bougie où la cire est fabriquée à base d'huile de noix. Bon, alors des produits qui sont vendus parfois avec des recharges, parce que l'emballage, on peut garder l'emballage mais les recharger, c'est ça? Complètement. Là, on est sur des tout nouveaux packs où en fait le produit est rechargeable. Donc là, il est utilisé, donc on a du mal à le sortir. Mais on est sur des packs qui viennent de Lyon, qui sont assez innovants parce que du coup, on garde son pack d'origine, on rechange sa recharge, voilà, et on le fait aussi pour les pots et sur ces nouveaux formats-là. Donc c'est vraiment une démarche dès le début. Démarche éco-responsable du produit jusqu'à la réutilisation du produit, c'est ça. D'ailleurs, les packagings sont éco-conçus, faits localement. Oui, c'est ça. On travaille avec des entreprises qui sont de la région. Donc là, les packs viennent de Lyon. Les étiquettes sont imprimées à Hébin. Donc voilà, on essaye toujours dans la même lignée de travailler à côté de chez nous. Bon, alors vous nous disiez, il ne reste plus beaucoup de bougies en stock, mais où est-ce qu'on trouve vos produits? Alors en ligne, sur notre site internet, et après dans un réseau où on travaille avec des pharmacies, on travaille avec des instituts et des spas, où là on vient développer plus la partie protocole soins. Donc on a récemment déposé le concept de nucithérapie, donc le bien-être par l'utilisation des produits qui contiennent la noix. Et donc ça, on continue de le développer en institut et en spa. Concept de nucithérapie. Oui. Voilà, vous aurez appris ça dans Alpes Décideurs. Retenez bien ce nom. A priori, d'autres ont fait des belles réussites avec le raisin. Exactement. On aimerait suivre le même chemin. On vous souhaite le même succès, évidemment. Avec du coup ce partenariat avec l'entreprise La Ferme Michalet au pied du Vercors à Cognat-les-Gorges, vous le disiez. Véronique, vous nous expliquez que ce trophée des ailes, l'édition 2024 approchait, début juin. Oui, c'est ça. En fait, là, la prochaine édition, c'est donc le 6 juin. Elle sera à la Fédération du bâtiment. Sur la presqu'île scientifique. Sur la presqu'île de Grenoble. Et donc, les candidatures, donc pour toutes les jeunes créatrices qui souhaiteraient candidater à notre lauréat, donc c'est jusqu'au 30 avril pour pouvoir... Donc, sur le site internet, vous pouvez trouver le dossier de candidature et voilà, on espère... l'appel est lancé. L'appel est lancé. Le site internet, du coup, Femmes Chefs d'entreprise Grenoble. Alors, il y a un site dédié au Trophée des ailes. Donc où il y a toutes les informations sur le trophée. Trophée des ailes. Et trophée du coup, on en profite pour le site internet catalogue Novem. Alors, www.novemlab.co. Eh ben, bravo. Bravo. Merci. C'est un beau produit, puis 100% régional. Voilà. Oui, complètement. Donc, coche toutes les cases. Bon succès à vous. Merci beaucoup. Le local, l'éco-responsabilité, tout est là. Merci beaucoup, merci infiniment, Émilie Mégane. Merci d'avoir été avec nous. Le cladosporium est friand de PCB. Comprenez que ce petit champignon, je savais que ce serait mystérieux, comprenez que ce petit champignon prospère et dégrade des polluants organiques. C'est aussi le cas d'ailleurs des escargots petits gris qui pourraient bien devenir de précieux auxiliaires pour dépolluer les sols de friches industrielles. C'est en tout cas le cœur des recherches de Chrysalide, un incubateur qui rassemble 7 startups, très concrètement sur le terrain d'une ancienne usine de peinture à Pont-de-Claix. Reportage. À Pont-de-Claix, chez Chrysalide, escargots et vers de terre collaborent pour analyser des sols pollués. Ils vont brouter l'herbe,
ils vont manger de la terre, ils vont inhaler les poussières, ils vont inhaler les gaz du sol pour savoir si les polluants en place impactent leur santé et également si ils se transfèrent à ces organismes. Un sol est considéré comme dégradé par la présence de produits qui ne s'y trouvent pas naturellement et que cette dégradation crée des risques pour la santé et pour l'environnement. L'objectif de la société est de trouver des innovations pour dépolluer et réhabiliter des friches. Les friches sont contaminées en lien avec des activités passées, notamment industrielles, et sur des décennies et des décennies d'activités industrielles, il y a de la pollution qui s'infiltre peu à peu dans les sols et peu à peu dans les nappes et qui crée à terme finalement une contamination non négligeable. Des sols contaminés peuvent causer des maux de tête, des nausées ou encore des blocages neuromusculaires. Les microplastiques, on sait qu'aujourd'hui on en retrouve partout, qu'il y a des effets divers et variés sur la santé chez l'homme, mais aussi sur le vivant. Donc c'est ça qui nous intéresse, c'est aussi l'environnement. Et donc là, l'idée, ça va être d'exposer des escargots. Donc là, j'en ai 15. Et donc là, ils vont être laissés pendant 28 jours à pouvoir être en contact avec le sol. Et on sait qu'ils vont absorber contaminants. Donc tac, tac, tac. Après avoir absorbé le contaminant, le sang de l'escargot est analysé. Donc l'idée, c'est après exposition de leur faire une prise de sang pour connaître leur état de santé. Et pour ça, on fait un petit trou dans la coquille et on va piquer dans le cœur. Et il y a du sang qui coule. C'est une technique qui est non létale, qui est non invasive, dans le sens où il va réussir après à reconstruire sa coquille en 7 jours. Pour décontaminer les sols, l'un des traitements efficaces est l'utilisation de champignons. Donc le champignon va sécréter des enzymes qui vont permettre de dégrader le polluant qui est compliqué à décomposer en molécules plus simples. Et donc l'objectif, au final, c'est d'essayer d'avoir des molécules qui sont plus inoffensives. 100 acteurs publics et privés gravitent autour de Chrysalide. À la fin de l'année, la société va passer à une recherche sur la contamination au perfluoré, dit aussi polluant éternel. Et avec les résultats des expérimentations de Chrysalide, la stabilisation et la dégradation des polluants pourraient devenir une alternative plus économique à l'excavation des terres souillées. Excavation qui restait jusqu'à maintenant le procédé le plus employé, mais évidemment très lourd et très coûteux. Alpes Décideurs, vous le savez, vous donne la possibilité de poser vos questions à notre expert. Écrivez-nous alpesdecideurs@telegrenoble.net. Aujourd'hui, François, une question de Frédéric qui veut savoir ce qu'est un ordinateur quantique. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails techniques parce que sinon tout le monde va vite voir mes limites, mais un ordinateur quantique, c'est un ordinateur qui utilise les techniques de la mécanique quantique et qui, en fait, pour faire très simple, permet de mener simultanément des quantités de calculs énormes et qu'on n'avait jamais pu faire, et surtout avec des consommations aussi d'énergie, parce que c'est aussi un des enjeux, bien moindre que si on mettait des milliers d'ordinateurs classiques en batterie. Alors l'intérêt de l'ordinateur quantique, c'est justement avec ces masses de calculs rapides et en très très grande quantité, ça permet de faire des choses qui auraient pris beaucoup de temps par ailleurs. Par exemple, toutes les modélisations de recherche médicale sur le médicament, sur la résistance des matériaux, etc. Tous ces calculs-là peuvent se faire beaucoup plus vite. Et puis il y a une application qui va nous concerner tous et très vite. Il y a une application qui demande beaucoup de calculs, c'est la météo. La météo, ça analyse des courants d'air, de température, d'humidité dans tous les sens. Et avec l'ordinateur quantique, on peut faire des calculs beaucoup plus rapides, beaucoup plus précis, et d'avoir des cartes météo de plus en plus pertinentes, avec le plus d'anticipation possible. Et malheureusement, je pense que dans les années qui viennent, le sujet météo peut être important. Donc voilà, ça peut permettre ça. Ça permet aussi, et ça peut permettre d'aller un peu plus loin dans des calculs qui servent à sceller des documents électroniques, donc ces fameuses blockchains, qui aujourd'hui est très consommatrice aussi d'énergie. Avec des ordinateurs quantiques, on peut faire des codes beaucoup plus résistants et qui coûtent relativement moins cher, et qui devraient aussi permettre d'accroître notamment la sécurisation des process informatiques. Donc c'est une nouvelle ère, une nouvelle puissance de calcul énorme à disposition, qui est encore à stabiliser, mais qui ouvre des perspectives nouvelles, à la fois vraiment dans du quotidien, la météo, les choses comme ça, et puis des choses beaucoup plus industrielles. Une évolution technologique majeure. Absolument. Merci beaucoup François. Merci. Si vous aussi vous voulez interroger notre expert, écrivez-nous alpesdecideurs@telegrenoble.net. C'est l'adresse.
profiter de sa complémentarité pour grandir ensemble. À Tullin, un pôle de référence en plasturgie est sur le point de voir le jour, fruit du rapprochement de 2 entreprises, ATK et Place 3C, qui vont investir 1,5 million ensemble sur un nouveau site, pour un nouveau bâtiment certes, mais aussi pour un élan commun. On en parle avec nos 2 invités, Franck Moustier et Denis Bertagnolo. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors Franck Moustier, vous êtes cofondateur d'ATK et Denis Bertagnolo, vous êtes fondateur de Place 3C. Avant d'évoquer ce projet commun, on va présenter un peu vos entreprises et on va très vite comprendre qu'elles sont parfaitement complémentaires, agissant dans cette même filière de la plasturgie, mais à des étapes différentes. On va commencer par Place 3C, Denis, un bureau d'études et de conception, donc qui intervient au tout début de la chaîne. Oui, c'est ça. Nous, on intervient au tout début de la chaîne, en direct avec nos clients, puisqu'on est bureau d'études indépendant, on n'a pas de produits en propre. On intervient pour le compte de nos clients à pouvoir récupérer leur cahier des charges, leur développer le produit en fonction des contraintes d'environnement dans lequel le produit va être utilisé. On a pour ça des logiciels de CAO, de simulation, avec de la simulation mécanique notamment, de la rhéologie. On est spécialisé dans le domaine de la plasturgie. C'est un métier spécifique avec beaucoup de particularités en termes de conception et de maîtrise de solutions. Et à la suite de ça, notre conception CAO a besoin d'être transformée pour être industrialisée. Et c'est là où on passe le relais à des outilleurs pour pouvoir réaliser les outillages. Donc quand un client vous contacte, vous travaillez avec lui dès le début, de la rédaction du cahier des charges, au choix du matériau, jusqu'à la fin. En définitive, on est en capacité de l'accompagner jusqu'à lui livrer des produits physiquement validés et qualifiés. Donc une entreprise qui a été créée en 2019. C'est ça. Qui a reçu en 2022 le label de Jeune Entreprise Innovante. Oui, tout à fait. Une entreprise, pour qu'on puisse évaluer un petit peu son poids, qui a 8 salariés, c'est ça? On est 8 salariés aujourd'hui, effectivement, avec 2 alternants. On a également des agréments sur les labels de crédit d'impôt recherche et crédit d'impôt innovation. Donc c'est des choses qui sont importantes pour nos clients et qui mettent en exergue aussi notre capacité à pouvoir supporter des projets innovants. Et également, effectivement, aujourd'hui, donc 8 salariés, dont 2 alternants, et des personnes qui sont majoritairement des personnes d'expérience, avec beaucoup de feedback sur ce métier industriel. Pluridisciplinaire, on intègre un designer, des personnes plutôt côté chef de projet, avec des matériaux mous, du savoir-faire aussi au niveau de l'automobile, de la méthodologie. Voilà, une équipe un petit peu pluridisciplinaire et complémentaire. Et on verra que c'est important tout à l'heure, notamment en matière de formation, de transmission du savoir. On va en reparler. Franck Moustier, pour ATK. Alors, est-ce qu'on doit développer ATK, Alp Technics Kinematics? Oui, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, kinématique, c'est le terme en anglais, mais en français, c'est plus communément cinématique. La cinématique, c'est la science des mouvements. D'accord. Et donc, nous sommes concepteurs et fabricants de moules d'injection plastique. Donc vous intervenez après, hein, on est d'accord? Place 3C, autant pour moi. Et donc, une pièce plastique, elle a besoin... Alors attendez, parce que du coup là, on voit quelques images de l'entreprise. Donc on va parler d'abord de l'entreprise. Conception et fabrication de moules, vous allez nous expliquer. Le poids de l'entreprise, combien de collaborateurs? Nous sommes 11 aujourd'hui. 2 alternants, hein, je crois. Dont 2 alternants, et on a réalisé 1,8 million d'euros de chiffre d'affaires sur 2023. Une entreprise que vous avez cofondée en 2018? Juin 2018, exactement, oui. Alors, on va revenir du coup en plateau et vous allez nous expliquer du coup c'est l'histoire de ces moules, parce que vous fabriquez, vous du coup, le moule en métal qu'on voit là autour de ces 2 petits produits orange. Exactement. Allez-y. Je vais faire une analogie avec la gaufre et le gaufrier. Allez-y. Donc pour fabriquer, donc c'est une analogie qui est issue du monde de la cuisine. Oui, donc grosso modo, si on prend la gaufre serait la pièce plastique et le gaufrier serait le moule d'injection plastique. Donc effectivement, pour fabriquer une pièce plastique, il faut un outillage, un gros bloc d'acier qui a été usiné et qui est le négatif de la pièce plastique. Donc au même titre que vous imaginez votre gaufre, vous voyez votre gaufrier qui s'ouvre et qui se ferme, vous mettez votre préparation et la préparation, c'est ni plus ni moins qu'un polymère sous forme visqueuse qui sera quelques secondes après devenu une pièce plastique, possiblement de cette forme-là. Donc on a devant nous nos 2 pièces de gaufrier, donc une partie mâle, une partie femelle, pour parler un peu de bricolage. Donc là, le produit en plastique que je vois, c'est le produit orange qui est à l'intérieur. C'est un petit clip, hein, c'est ça? Oui, exactement, oui. Ouais, c'est une pièce de clip, effectivement. Donc là, le client vous a contacté en disant « j'ai envie de faire un clip pour porter ». Alors quoi donc?
Et effectivement, la chose, nous avons travaillé Place 3C sur ce produit-là particulièrement. La difficulté, c'est de pouvoir concevoir la pièce de manière à ce que le gaufrier soit le plus simple possible. Plus simple, plus économique et plus durable. Donc là, on a fait le moule. Donc là, c'est effectivement ATK qui a fait le moule. Alors ça pèse très lourd, je tiens à le dire. Les moules peuvent être plus ou moins grands en fonction des pièces qu'on a à fabriquer. D'autant plus que là, c'est juste une toute petite partie du moule. Oui, c'est la partie active, celle qui réalisera la pièce plastique. Mais vous avez toute une carcasse qui vient supporter les contraintes mécaniques et qui est beaucoup plus conséquente que les simples empreintes là qu'on peut voir aussi. Voilà, votre travail, c'est pas uniquement de faire les empreintes qu'on voit ici, c'est de faire aussi l'appareil qui utilise ces empreintes, c'est ça? C'est l'entièreté de l'outillage, du moule. Alors parmi les choses qu'on peut faire, alors moi, voilà, vous m'avez apporté également, ça sort aussi de chez vous. Alors la partie plastique de cette béquille sort de chez vous, et c'est une partie monobloc. C'est fait en une seule partie, et il a donc fallu concevoir le moule et le fabriquer. Tout à fait, oui. Concevoir la pièce et fabriquer le moule qui va avec. Ouais, c'est ça. C'est ça. J'ai bien compris le métier. Alors, Place 3C intervient en amont des projets pour leur conception. ATK intervient plus tard au moment de l'industrialisation, de la réalisation. Vos deux entreprises, alors tout en restant indépendantes, et vous allez nous expliquer, ont décidé d'investir en commun. Il s'agira de saisir une opportunité pour franchir ensemble un cap supplémentaire et d'assurer la croissance de vos activités. On va comprendre avec ce reportage de Jérémy Pinard. Dans la production de pièces plastiques, les deux entreprises Place 3C et ATK sont complémentaires. Si la première se place en amont dans la chaîne de production en modélisant les pièces en 3D, la deuxième se charge de réaliser les moules en métal qui permettront ensuite, par injection, de former les pièces. On travaille dans le monde de la mécanique de précision, mais lié au monde de la plasturgie, c'est-à-dire qu'on est fabricant de moules d'injection plastique. L'injection plastique est un procédé de précision. Des granulés de plastique sont insérés puis chauffés à très haute température jusqu'à un état liquide pour prendre la forme du moule. Une industrie rentable économiquement car relativement peu coûteuse et efficace à la production. Nous on fabrique les moules, donc après les moules il y a plusieurs parties. Il y a l'empreinte qui est le cœur du moule. Et puis après, il y a toute la périphérie, les carcasses, les plaques batteries. Des moules de pièces pour le médical, l'automobile ou encore le loisir sont fabriqués dans cet atelier. Une activité complémentaire avec celle de Place 3C, leur futur colocataire. Donc Place 3C, c'est un bureau d'études indépendant spécialisé dans la conception de pièces plastiques et mécatroniques. C'est une phase amont du processus de développement d'un nouveau produit. Toute la partie engineering, conception, recueil de cahiers des charges et échange technique avec le client. Ici, on travaille sur ordinateur et on discute avec le client sur le besoin des différentes pièces à construire. Les deux entreprises partagent des clients communs tels que Arémont, Vulcam ou Salomon. Une des nombreuses raisons poussant les deux structures à investir dans un nouveau bâtiment commun. Il paraissait évident, vu qu'on travaille dans les mêmes domaines, eux en amont en tant que bureau d'études, conception de pièces plastiques, mécanique et mécatronique, et nous en tant que fabricants de moules. On est intimement liés sur nos métiers respectifs, donc ça faisait sens qu'on travaille ensemble. Ce nouveau bâtiment sera composé de 650 m² de surface existante, ajoutée à 350 m² d'extension, pour un coût total d'1,5 million d'euros. Alors Denis Franck, ce nouveau bâtiment, on le précise, permettra aux deux entreprises de rester indépendantes. Il ne s'agit pas d'une fusion d'entreprises, il y aura une autre entité qui sera créée. L'autre entité sera créée ou pas, mais effectivement, l'objet, c'est de rester indépendant, au moins pour l'instant, de pouvoir profiter de locaux communs, de favoriser les échanges entre les équipes, et puis aussi de rassurer nos clients, parce que de voir la transversalité, la continuité de services et de complémentarité entre nos entreprises, c'est important. Voilà, en fait, l'objectif, c'est bien de proposer une solution globale à vos clients et du coup de partager cette chaîne de valeur sur l'ensemble de sa longueur. Tout à fait, oui. Un client, lorsqu'il a besoin d'une pièce plastique, il doit faire appel à un certain nombre de sous-traitants pour pouvoir répondre à l'entièreté des besoins du produit. Et donc là, on va regrouper au sein d'un seul et même local toute cette chaîne de valeur afin de réduire drastiquement le time to market pour le développement du produit et sa mise en production sur le marché. Donc de la conception, du design, le prototypage jusqu'à l'industrialisation, finalement, le client aura quasiment qu'un seul interlocuteur, en tout cas sur un seul site. Ça fait partie des développements, effectivement, avec l'intégration de presses d'injection plastique,
qui sont manquantes aujourd'hui dans le chaînon, pour pouvoir aller jusqu'au bout et proposer des petites quantités pour pouvoir commencer à amorcer la distribution et la fourniture de nos clients. Alors, on disait que vous interveniez sur le même secteur d'activité avec des clients qui sont assez proches. Quelques exemples. On citait par exemple à Raymond dans le reportage. Quels sont les clients qui font appel à vous et dont on pourrait connaître le nom? À Raymond en est un, effectivement, plus dans le métier de la plasturgie directement. Il y a un autre client dont on entend beaucoup parler sur la région qui est Vulcam. Donc là, on n'est pas dans le métier de la plasturgie, on est dans le métier du métal. Mais néanmoins, on a pu les accompagner par rapport à notre savoir-faire, justement dans le domaine de la plasturgie, pour mettre en place la transformation de leur matière. Il y a d'autres... J'ai Salomon, moi, par exemple. Voilà. Donc Salomon est plutôt un client côté ATK. Bon, vous allez réussir à... Voilà. Le rapprochement va vous aider. Ouais, non, mais il y a Nicole, j'ai lu également. Nicole, Schneider Electric. Schneider Electric, on connaît très bien ici, bien sûr. Ouais, exactement. Ouais. Il y a GH, STI, côté du médical vers Saint-Marcelin. Enfin, des clients qui sont locaux, mais pas seulement. Côté Place 3C, on rayonne avec des clients côté de Paris, notamment, dans le militaire. Est-ce que ce rapprochement sur ce même site vous ouvre l'espoir de nouveaux marchés? Oui. On travaille déjà respectivement avec des startups, mais le fait d'intégrer l'injection plastique à une nouvelle corde à notre arc va nous permettre de pouvoir injecter des petites quantités pour des entreprises qui sont naissantes ou créatrices de dispositifs médicaux, si on prend le domaine du médical, et qui au départ ont besoin de prototyper des produits en bonne matière pour pouvoir faire valider auprès des grandes instances normatives et autres. Et donc, ils ont besoin d'avoir des pièces qui sont quasiment celles qui seront produites en série. Et donc, mais en faible quantité. Et là, aujourd'hui, il y a un trou dans la raquette et on va pouvoir offrir une prestation à la fois de conception en amont, de fabrication d'outillage et surtout de fabrication des composants pour la présentation de leur dispositif, pour la validation auprès de normes et autres. Donc, objectif, être plus flexible, plus réactif, du coup plus compétitif. Alors, ce nouveau bâtiment qui devrait sortir de terre d'ici la fin de l'année à Tullin, 1,5 million d'euros d'investissement. Alors, 650 mètres carrés qui existent déjà et un agrandissement, une extension de 350 mètres carrés pour des zones d'atelier, pour des bureaux, pour un espace de coworking aussi, je crois. Hein. Oui, l'espace de coworking, c'est une opportunité, une idée supplémentaire. Néanmoins, des espaces de coworking, il y en a beaucoup, effectivement, dans la région. La difficulté de ces espaces-là, c'est qu'on est, pour y avoir été, au milieu de différentes personnes qui n'ont pas forcément d'atomes crochus ou de mêmes problématiques. Et entre mécaniciens, on aime bien parler de nos problématiques pour pouvoir essayer de trouver des solutions. Et en fait, c'est l'idée de pouvoir faire un coworking technique qui serait, entre guillemets, préférentiel auprès de techniciens. Et puis sur ce site aussi, c'est intéressant, un centre de formation. Alors beaucoup de chefs d'entreprise nous disent qu'ils ont du mal à recruter, que leur métier est souvent en tension. C'est, j'imagine, le cas dans la plasturgie. Et du coup, là, le fait de maîtriser la formation vous donne aussi un espoir de former de futurs collaborateurs, c'est ça? Oui, tout à fait, oui. On est en pénurie complète parce que aujourd'hui, on n'a pas de personnel formé techniquement. Donc vous trouvez sur le marché du travail beaucoup d'ingénieurs, mais des techniciens, on a tout aussi besoin que des ingénieurs. Et il y en a pas, il y en a plus. Et il n'y a pas forcément de formations qui sont dédiées à nos métiers respectifs également. Et donc on souhaite pérenniser ces beaux métiers que sont la plasturgie et la mécanique appliquée à la plasturgie, si on prend l'exemple de Place 3C et d'ATK. Et la meilleure façon de pouvoir assurer une continuité, une pérennité de ces métiers-là, et d'autant plus en local, parce qu'il y a bon nombre d'acteurs qui consomment de la pièce plastique ou qui en fabriquent dans la région, et il faut qu'on puisse former des personnes. Voilà, donc c'est l'idée de cet espace de formation. Voilà. Avoir une école quasiment intégrée. Alors vous faites déjà un petit peu ça, hein, vous formez déjà avec les syndicats professionnels auxquels vous appartenez. Hein, je crois. Tout à fait, à travers Polyvia Formation, c'est des choses qui sont déjà en place. L'idée, c'est d'aller un petit peu plus loin et au contact des différentes personnes de l'écosystème voironnais, on s'est rendu compte, notamment avec la Maison pour l'Emploi, qu'il y a beaucoup de
il y a beaucoup de personnes qui sont en recherche d'emploi. Il y a beaucoup de demandes au niveau industriel, mais il n'y a pas forcément d'atomes crochus directement. Et l'idée, c'est de pouvoir proposer de la formation pour monter en compétence ces personnes-là et de pouvoir les faire se rencontrer. Bravo, très très belle idée. Donc ce bâtiment sortira de terre d'ici la fin de l'année 2024. Un bâtiment évidemment éco-responsable, avec une ossature bois, des panneaux photovoltaïques, de la récupération d'eau, c'est bien ça. Tout à fait, oui. Donc on va suivre ça de très très près. Les projets quand même pour ATK, petite dernière question, une opération de croissance externe, j'ai lu ça semble peut-être une acquisition future. Oui, c'est une évidence en fait. Il y a quand même une grosse problématique de transmission de savoir, on en a parlé, mais aussi d'entreprise. Et il y a un certain nombre d'acteurs qui ont un savoir et dont les dirigeants sont proches de la retraite, voire censés être déjà à la retraite. Bon. Et donc on veut capter ce savoir, les garder encore dans nos murs et pouvoir former justement au travers de ce centre de formation et pour nous en interne aussi être captif de ce savoir qui va disparaître ou qui est amené à disparaître. Et c'est la meilleure façon, une fois de plus, de pérenniser nos métiers, quoi. Sur une filière en plus qui est très bien implantée, vous le disiez, bien implantée sur le sud Grésivaudan, sur le Voironnais. La plasturgie, on l'ignore parfois, mais plutôt bien implantée dans notre région. Oui, il y a un bon écosystème effectivement au niveau de la région grenobloise. On parle aussi de Silicon Valley local. Pas uniquement par rapport au métier de l'électronique, mais tout ce qui va avec. Et puis du plastique, on en a partout autour de nous, qu'on le veuille ou non. Avec des problématiques de valorisation, notamment l'éco-conception. Nous, ça fait partie des actions aussi qu'on a en interne, de pouvoir valoriser, trouver les bons plastiques, les bonnes quantités de matière nécessaires. Bonne façon de les produire, de les utiliser. Tout à fait. Après, il y a la problématique de discipline que l'on a à titre personnel, de pouvoir mettre dans la bonne boîte pour bien recycler les bons éléments. C'est une autre paire de manches. Mais néanmoins, aujourd'hui, bien recyclé, un plastique n'est pas polluant. Il est bien moins polluant que pourrait l'être effectivement notre gobelet en carton qu'on a maintenant dans les distributeurs. Passionnant. Passionnant, puis très intéressant. Au départ, moi j'ai compris que c'est juste un rapprochement synergique, mais en fait c'est bien plus que ça. Parce que vous allez étendre à la fabrication de pièces, en aval, à la formation. Alors ça, là, on est hyper en amont. Donc la constitution d'un écosystème qui s'élargit petit à petit et dans la région, c'est très enthousiasmant. Donc bonne route. On sent que c'est plus qu'une colocation, c'est vraiment une stratégie partagée. Mais à la base, c'était l'esprit de colocation. Mais après, Chiche, on fait un truc ensemble, et puis finalement, ça a été plus loin. Et puis effectivement, il y a de la dynamique qui est insufflée par l'économie locale. On a souhaité rester sur la commune de Tullin parce qu'il y a du réseau, il y a de l'accompagnement. Et puis, il y a des besoins. Et en tant qu'entrepreneur, on entreprend. Juste préciser effectivement que le pays voironnais et la commune de Tullin sont hyper accompagnants pour la création et le développement des sociétés. Et nous, depuis la création d'ATK, le pays voironnais nous en a toujours suivi. Et la mairie de Tullin a pris le relais derrière. Et c'est vraiment... moi, je suis impressionné qu'on soit aussi... Parce que nous, en tant que chef d'entreprise, on était salariés jusqu'à présent. On apprend un nouveau métier qui est la gestion d'une entreprise, en sus de nos métiers de fabrication de moules, si je prends l'exemple d'ATK. Et c'est vrai que le fait que l'administration nous pousse et nous accompagne, soit derrière nous, c'est vraiment un gage de sécurité et c'est rassurant. Ouais. Eh bien, c'est bien de le dire. ATK et place 3C, du coup, à Tullin. Merci beaucoup. Merci Franck, merci Denis d'être venu nous parler de cette aventure commune. Merci beaucoup à François Caudet d'avoir été avec nous. Merci à tous de votre fidélité. Vous pouvez bien sûr voir et revoir Alpes Décideurs sur Internet, télégrenoble.net. À très vite. C'était Alpes Décideurs avec la Caisse d'épargne Rhône-Alpes, une banque commerciale, régionale et coopérative. Nord-Isère Économie et Présence, partenaires des entreprises de votre territoire.